le cas arrive, moi, de ce que j'ai vu, c'est que il y a par exemple des journalistes qui vont être journalistes éco et qui vont monter leur blog de mode. Honnêtement, je ne connais pas de journaliste qui a un blog sur le même sujet. C'était déjà, ça doit arriver, mais déjà première chose ça. Donc je pense pas qu'un journaliste se dise oh là là, je suis bridé dans ma rédaction, je vais faire mon blog de l'autre côté. Non, je pense que c'est donc déjà je pense que c'est voilà, mais on les confronte pas. Enfin, moi je les confronte pas parce que pour moi c'est des relais d'opinion. Après, je peux comprendre qu'il y ait des divergences entre journalistes et blogueurs, mais là je pense que je vais te laisser la parole. C'est pas une opposition en tant que telle, par contre c'est deux méthodes différentes. Il a appris une méthode, il a appris une façon de faire. C'est son avantage et son défaut. Et le blogueur est plus subjectif. Effectivement, un blogueur, ça peut critiquer un produit, ça peut critiquer un album, par exemple, avec des mots très très durs. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut l'aimer. C'est un chroniqueur, c'est un rédacteur. Mais du coup, un journaliste va peut-être mettre plus de pincettes, va essayer de relativiser, Mais ce cri du cœur, il peut être très intéressant à la lecture. Et un journaliste va peut-être plus, on parle toujours de généralité, plus vérifier, respecter le off, ce qu'on s'est échangé, nouer des relations à long terme, enfin voilà, c'est vraiment deux façons de fonctionner qui peuvent être différentes. Ça ne veut pas dire que le journaliste n'a pas des méthodes de blogueur parfois, que le blogueur n'a pas des méthodes de journaliste. C'est question d'âge, c'est question d'écriture, c'est question d'audience. Normalement, je dis bien normalement, un journaliste ne devrait pas, beaucoup le font, mais ne devrait pas faire ça pour l'audience. Il ne recherche pas le même but en fait. Il cherche à dire une vérité, il cherche à enquêter, il cherche à décrypter surtout. Surtout, le monde, voilà, il est comme ça, il y a un flux d'informations énorme, je vous sélectionne une information et je la décrypte. Je vous dis pourquoi c'est ça, je la remets dans un contexte. Le blogueur n'est pas obligé de prendre des pincettes, mais qu'est-ce que ça peut être drôle justement qu'il ne prenne pas de pincettes. Et la mauvaise foi, c'est aussi génial à lire. J'adore moi lire la mauvaise foi. C'est super, mais voilà, c'est deux systèmes différents. Et on peut aimer les deux styles, on peut écrire les deux styles, et effectivement, beaucoup de journalistes en fait peuvent avoir un blog pour changer de style aussi, parce que écrire sur la musique tous les jours, ça peut faire rêver, mais on commence à prendre des automatismes aussi. On commence à structurer les phrases de la même façon, à l'analyser de la même façon. Donc il y a besoin d'air, il y a besoin de voir aussi autre chose. Et là, pour le coup, c'est pas du pays, c'est un autre domaine. Effectivement, un journaliste éco qui aura un blog mode, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Voilà, l'écriture devient plus souple, on peut faire des phrases plus courtes, et puis l'écriture va être différente. Si en plus c'est un journaliste sur du papier, oh là là, ça va être des gros dossiers de 2 pages, 3 pages, qui vont prendre des fois 2 semaines, 3 semaines d'écriture, de vérification, et qui passent par plein d'étapes. Une secrétaire de rédaction qui va aussi dire son avis, un rédacteur en chef, et puis par rapport à l'icono, etc. C'est tout un étape, c'est plus collégial parfois. Quand franchement toute la journée on traite des dossiers éco, ça peut être intéressant de faire du spontané. En tout cas, moi c'est mon cas. C'est mon cas. Moi j'ai un blog à côté de mon travail et je parle effectivement d'un autre domaine. Mais c'est aussi parce que les médias ne supportent pas qu'on écrive sur le même domaine aussi. Hein, c'est pour se libérer la tête, mais parfois ça peut être contractuel ou disons sous-entendu, parce que ce serait quand même du contenu qui glisse du journal et qui serait alors soit monétisé, soit une sorte de pensée qui est vendue ailleurs ou offerte à tout le monde. Voilà. Je vais juste rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire. Parce qu'en fait, je suis dans le cas, je suis journaliste et blogueur, journaliste éco en plus. Et blogueur. Je suis pas blogueur maintenant. En fait, ce que vous dites est à la fois vrai et faux parce que si je prends mon propre cas par exemple. C'est une généralité, hein. Ouais. C'est-à-dire que moi je connais, déjà il m'arrive de bloguer sur l'éco aussi, mais quand j'écris sur l'éco dans un blog, c'est pas comme dans mon journal. Donc il m'arrive de faire les deux domaines aussi. Et puis, je pense que sur la question d'avant, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui des fois écrivent ailleurs justement parce qu'ils sont trop bridés dans leur rédaction. Il y a des blogueurs qui sont en fait de jeunes journalistes qui sortent d'école, qui ont besoin de visibilité sur Internet. Il y en a vraiment beaucoup parce que c'est de plus en plus dur de se faire un nom dans le journalisme.
Et donc en fait, je pense que cette dichotomie, dans ce que vous avez dit, il y a du vrai, il y a du faux, bien sûr. Enfin, il y a du vrai, donc le blogueur est plus dans l'opinion et le journaliste plus dans les faits. Sauf que je pense qu'on ne peut pas réellement traiter de manière aussi séparée les deux, parce que l'un peut être l'autre aussi, en fait, tout simplement. En fait, c'est ce que je disais, mais on peut parler seulement que de généralité, vous trouverez des exceptions partout. Vous pourrez me dire, oui, mais il y a des journalistes qui n'ont pas d'éthique. Ben, je vous dirais oui. Et vous pourrez me dire, oui, mais il y a quand même des blogueurs qui parfois travaillent mieux qu'un journaliste. Ben oui aussi. Oui aussi, mais on est obligé de parler d'un cas global. Vous trouverez à chaque fois plein d'exemples pour contrecarrer ça. Mais là, c'est difficile, là. Ouais, on est obligé de prendre vraiment un cas général. Mais bien sûr qu'il y a des bons blogueurs, bien sûr qu'il y a des mauvais journalistes, jamais oublié ça. Et oui, je suis désolé, il y en a même beaucoup. Puis l'autre cas, c'est il y a de plus en plus de journaux en fait qui demandent à leurs journalistes de bloguer aussi avec, après ça reste des blogs hébergés dans les journaux, par exemple Le Monde par exemple le fait, donc ça reste hébergé, donc ils ont une certaine liberté, enfin ils ont moins de liberté que le vrai blogueur peut-être, mais ils ont aussi déjà plus de liberté, ils peuvent aussi faire de l'opinion, donc les frontières sont quand même assez poreuses. C'est parce que les médias parfois perdent de l'argent, donc là c'est la course à l'audience, et du coup ça peut devenir une autre sorte de métier, et il y a eu des grands débats et des grandes luttes, par exemple au sein du Parisien il y a quelques mois, quelques années, justement parce que pour 2 articles écrits, par exemple sur le papier, ils devaient en faire un sur Internet, mais qui n'était pas plus payé. Alors que pourtant ce sont des droits différents, c'est une façon d'écrire différente, et vous voyez comme tout ça est en mutation en fait. Je voulais juste dire un truc, il y a quelque chose qui me passionne, moi, c'est effectivement la médiatisation des signatures. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Oui, les journaux se cassent la figure, alors soit par arrogance, soit parce qu'ils n'ont pas su utiliser tous les canaux peut-être à disposition. Mais effectivement, il y a quelques années, j'assistais à des conférences comme ça, avec Loïc Lemeur, etc. Tous ces gens en fait, qui ont donné leur pierre à l'édifice des blogs. Et il y avait déjà un discours sur la médiatisation des noms. Oui, on peut lire parfois un article seulement pour un nom, ou on devrait le faire. Puisque faire de la découverte, c'est très difficile, malgré tout. C'est très difficile. Lire un article et ne pas connaître le domaine, c'est difficile, ça ne nous intéresse pas, on tourne la page. Mais parfois, en fait, on se dit, mais ce journaliste-là, à chaque fois, je suis d'accord avec lui. Et on pourrait lire seulement l'article parce que c'est cette personne-là. Depuis que je me suis posé ce type de questions-là, il m'arrive aujourd'hui de lire des journaux, en tout cas seulement une seule rubrique précise, d'un journaliste précis, et je lis. Le reste du canard ne m'intéresse pas. Mais je sais qu'à chaque fois, lui, c'est mon même mode de pensée, ou ça va m'enrichir. Et j'apprends plein de choses. Mais ça, tout cet effort-là, ça demande de la volonté. C'est comme la découverte musicale. Un cerveau ne peut pas assimiler 100% de découverte. C'est impossible. C'est un son qu'il connaît déjà, qui va être différent, mais c'est déjà une forme de son à son oreille. Ça lui a été conseillé, ou voilà. Mais on ne peut pas écouter la découverte non plus tous les jours. Et bien la même chose un peu sur les sujets... Les réseaux sociaux, en plus, augmentent... Les réseaux sociaux, en plus, augmentent ce que vous dites, notamment Twitter. Maintenant, il y a certains... Par exemple, si on lit les Inrocks, par exemple, on verra qu'en bas de chaque signature, il y a le nom du journaliste et le Twitter du journaliste. Et pareil, enfin, sur... Et par la médiatisation, c'est effectivement Pour les échos, c'est pareil. Ouais. Enfin, le rapprochement entre le journaliste et les lecteurs, il va pouvoir y avoir un vrai lien, tant qu'on n'y perd pas un peu de soi, tant qu'on passe pas son temps à ça. J'avais un dialogue avec un des animateurs l'autre jour du Move, qui avait l'impression de ne plus être animateur, et d'être seulement community manager maintenant. Et oui. Et en fait, entre les morceaux, on l'oblige à aller sur Twitter, et sur Facebook, et lui, son vrai travail, normalement, c'était de trouver un groupe et de le mettre à l'antenne. Là, ça commence à glisser. Alors lui, il est assez mécontent de ça, il y en a d'autres qui en sont contents, quoi. Ça dépend. Alors là aussi, c'est peut-être une évolution, une dérive du marketing, et c'est vrai que je pense que les rédactions ont voulu aussi, parce que la force du blogueur c'était ça, c'est qu'on savait qui il était, à quoi il ressemblait, son nom, on pouvait le contacter directement, et je pense que les rédactions aussi se sont dit, on va humaniser un petit peu nous aussi, nos journalistes.
Et c'est vrai que ça a peut-être transformé la façon dont on voit aujourd'hui le journaliste, où finalement on va peut-être plus s'intéresser à ce qu'écrit un journaliste, plutôt qu'avant c'était « Oh bah moi c'est Le Monde, moi c'est Libé ». Et je pense que peut-être que les rédactions ont perdu pour le coup de leur influence. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que la presse doit se poser comme question. Est-ce que finalement, on se rend compte que les journaux qui tournent bien aujourd'hui, les journaux tradis, papier, ce sont des journaux qui restent très marqués. Enfin, le Canard enchaîné, l'Équipe, la Croix marche très bien. De mieux en mieux, la Croix. Mais oui, mais parce que je pense qu'ils ne se sont pas perdus. Et avant, on savait très bien quel journal était de gauche, était de droite. Je pense que tout ça, ça s'est un petit peu évaporé parce qu'on a voulu garder, enfin voilà, on a voulu rester pas trop aussi ou pas trop ça, un peu généraliste, ouais. Et du coup, on n'a plus qu'à se réfugier sur l'homme lui-même et sur le journaliste. Mais ça, je pense que c'est une dérive de la presse et c'est l'évolution de la presse. Et moi, j'espère que les rédactions vont se renforcer, alors qu'ils prennent peut-être un chemin que j'apprécie pas ou quoi, c'est pas grave, je les achèterai pas. Mais en tout cas, qu'il y en ait un, quoi. Enfin, c'est un peu aseptisé tout ça. Et au final, justement, ce phénomène de starification un petit peu du chroniqueur, du journaliste avec son blog, ça doit être un gage de crédibilité pour les rédactions. Mais le risque, c'est peut-être d'avoir une sorte de PSG du journal qui va chercher à recruter que des chroniqueurs un petit peu bankable, comme on peut dire pour les artistes. Est-ce que c'est ce que les rédactions cherchent à faire, avoir que des chroniqueurs qui soient exportables et qui vont exporter l'image un petit peu du journal justement sur les réseaux sociaux? Elle a une limite aussi, cette starification. Mais si elle permet d'avoir un lien plus simple avec son lecteur, si ça permet d'échanger des informations, et si on ne perd pas la vraie fonction qui est décrypter, vérifier et apporter une information, ok, pourquoi pas. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir que des éléments à troll. Il y a des plateformes comme par exemple Rue 89, ou même il y a eu Vice peut parfois le faire exprès un article qui va attirer 300 commentaires et en fait qui est purement de la provoque. Voilà. Ça, c'est pas du journalisme. Ça, c'est soit être éditorialiste, soit être chroniqueur, soit potentiellement être blogueur, qui est plus large, on pourrait pas vraiment utiliser ce terme-là. Mais on n'est pas du tout dans le même métier. Mais effectivement, pour qu'un média soit indépendant, il lui faut de l'argent. Et le grand drame, c'est que parfois, pour avoir de l'argent, il faut faire du coup des compromis. Et donc, c'est un serpent qui se mord la queue. À l'heure d'aujourd'hui, vu que, comme vous l'avez très bien défini, Madame Bétan, sur l'influence, la notion d'influence qui est une notion plus forte avec le marketing, parce qu'elle englobe marketing et communication. Donc du coup, on arrive dans un jeu où au final, le journaliste et le blogueur apparaît comme une source d'information égale auprès d'un grand public. Et donc l'idée, ça serait de savoir, est-ce que vous pensez que cette facilité d'accès à l'information en tant que média auprès de tous va dans une bonne direction à l'heure d'aujourd'hui, ou bien c'est quelque chose qui doit être encore plus strict, c'est-à-dire mieux géré par les entités telles que Le Monde ou bien d'autres grosses structures? Non, je pense que quand même aujourd'hui, avoir un article dans une rédaction ou avoir un article sur un blog, ça n'a quand même pas la même valeur. Alors, je ne parle pas de valeur, c'est très possible qu'il y ait plus, qu'un article sur un blog crée plus de buzz et plus d'influence qu'un article sur un petit papier régional, par exemple. Mais quand bien même, c'est pas pour ça que le papier de la rédaction a quand même plus de crédibilité. Justement parce que le journaliste vérifié, évidemment il y en a qui ne les vérifient pas, mais quand même, parce que le journaliste va enquêter finalement et va vraiment vérifier. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dit Focus, leader mondial de logiciels de relations publiques. Le journaliste, il m'a arrêté, il m'a fait comment vous le prouvez? Le blogueur, je lui ai dit ça, il m'aurait pas interrompu comme ça. Je veux dire, c'est vraiment, c'est quand même, ça n'a pas la même valeur. Alors je parle pas
dessous là, mais la crédibilité n'est quand même pas la même, et il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence entre un article dans un blog ou un article dans la presse. Par contre, pour le consommateur final, il a quand même vraiment tendance à beaucoup croire le blogueur, parce que le blogueur est lui-même un consommateur. Donc, pour des marques grand public, je pense que le blogueur a vraiment beaucoup d'importance, parce qu'on lui fait confiance, c'est monsieur tout le monde, il l'a testé, machin et tout. Il est plus accessible. Il est plus accessible. Mais quand il s'agit en tout cas de B2B, d'entreprise, on va quand même avoir un article dans la presse, c'est quand même, ça a plus de crédibilité, je pense. Alors il y a des blogs qui sont très connus et très sérieux aussi, hein, notamment un avocat anonyme par exemple, qui parfois fait souvent des sorties et sur lesquelles n'intervenaient pas les journalistes. Il ne faut pas oublier le lecteur aussi. Là on parle des gens qui écrivent, qu'ils soient blogueurs ou journalistes, mais il ne faut pas oublier le lecteur. Le lecteur, il choisit ou pas de lire. Il choisit ou pas d'être inondé par l'information. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a une vigilance aussi citoyenne qui doit se faire. Mais je trouve ça bien, hein. Plus il y a d'informations, enfin moi en tout cas, plus il y a d'informations, mieux c'est. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'affaires politiques. Peut-être qu'il y a de plus en plus d'enquêtes surtout, par exemple. Et j'ai une seconde question, après je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais ma seconde question, elle s'articule un petit peu plus sur un sujet tabou au niveau des blogueurs, concernant en fait la monétisation de leur contenu. Donc une récente étude publiée par le CND, qui est un centre qui publie des statistiques au niveau aussi pas que des relations médias, mais aussi, surtout au niveau du marketing, dit qu'en France, il y a 44% des blogueurs qui sont salariés. Donc donc pour qui en fait l'activité de blogging est une seconde activité. Donc ça montre implicitement que c'est des gens qui sont passionnés. Ils ne le font pas juste pour une raison bienvenue. Qui ne le font pas juste pour une raison financière ou bien opportuniste. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir une activité qui prend beaucoup de temps, c'est à la fois créer du contenu, mais fédérer une communauté autour de ce contenu-là, ne devrait-elle pas tendre à une monétisation auprès des blogueurs comme un travail à temps plein en fait, ou bien plutôt rester juste une activité de loisir, alors que malgré tout beaucoup de gens s'en servent comme une grosse source d'information. Je ne sais pas si là aussi on peut les opposer. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais je dirais qu'une chose avant de passer le micro, il doit y avoir au moins un tiers de journalistes qui sont en chômage, ou qui n'en vivent pas à plus de 50% de leurs revenus. C'est colossal. Colossal. Alors, ils peuvent bloguer ou pas, mais eux-mêmes, quand ils pigent, ils font ça par passion. Pour l'anecdote, moi j'ai connu à Nantes le correspondant de Libération. Pour vivre en fait de ses piges, pour payer ses factures, il était pianiste dans un bordel de la nuit. Voilà. Là on parle du correspondant de Libération. Pas n'importe qui, pas Ouest France, l'un des plus gros médias en France. Voilà. Ça c'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Alors, et qui vivent aussi la même passion. Mais si on est blogueur, si on est journaliste et qu'on n'est pas passionné, il ne faut pas faire ce métier. C'est un métier dans lequel on passe beaucoup de temps, les commentaires peuvent être violents aussi, parfois, il faut aussi se blinder, et ça fait partie c'est comme vouloir être joueur de foot, mais comprendre seulement qu'il y a un stade qui est tout autour et qui peut à la fois applaudir et hurler. Oui, alors moi, pour ma part, je pense que de toute façon, j'ai l'impression que vous voulez mettre une espèce de règle sur comment rémunérer les blogueurs. Comme s'il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul modèle. Effectivement, 44% des blogueurs sont salariés, et je pense que si vous rajoutez tous ceux qui travaillent en freelance et tout ça, à mon avis, il y en a presque 70% au moins qui ont une double activité de toute façon. Ils font ça par passion, ça c'est certain. De toute façon, le blogueur est né comme ça, donc ça c'est son essence.
Mais certains sont rémunérés, encore une fois, les marques envoient de très très beaux cadeaux aux blogueurs. Moi je suis allée visiter une blogueuse chez elle, je peux vous dire qu'elle a des cartons un peu partout dans son hall, tellement les marques leur envoient des cadeaux. Elle réfléchit justement à se dire sur mon blog je vais mettre quand même 1 ou 2 places pour des encarts publicitaires parce que ça va aussi m'arrondir mes fins de mois et bon, son blog est super suivi, elle fait du super bon boulot, elle y passe un temps fou. D'ailleurs elle va peut-être justement faire la bascule et se dire je vais vivre de mon blog, c'est pour ça qu'elle réfléchit, mais reste la question du je suis une passionnée, je l'ai fait juste pour le plaisir et puis pour partager parce que le web 2.0, le collaboratif, c'est ça, c'est né de ça aussi. Donc je reviens à ma question, elle ne sait pas où s'arrêter parce qu'elle a peur que le moment où elle va essayer de monétiser raisonnablement son espace et son trafic, ce qui est normal avec tout le travail qu'elle a accompli, elle a peur qu'à partir de là, boum, son audience commence à descendre. Donc je pense que c'est le problème du blogueur et c'est à lui de comprendre ça, c'est à lui de savoir où est-ce qu'il s'arrête. Moi j'ai vu un blog, mais j'ai trouvé ça scandaleux, il devait être payé par certaines expressions qu'il rajoutait dans ses articles. Non mais je vous jure, j'ai lu l'article, mais vous lisiez votre phrase et puis entre 2 mots, il y avait une certaine marque. La phrase voulait plus rien dire. L'article était, mais c'était... Moi j'ai trouvé ça scandaleux et je me dis que ce blog-là, à mon avis, n'a pas beaucoup d'audience ou en tout cas va en avoir de moins en moins. Un blogueur qui a réussi, un blog qui a réussi n'est pas forcément monétisable parce qu'il ne faut pas oublier que dans le journalisme, il n'y a plus d'argent, tout simplement. Réussir à avoir des cadeaux, etc. C'est quelque chose, par exemple dans la musique, on peut se faire inviter à des concerts, recevoir des albums. Les blogueurs ou plutôt blogueuses mode réussissent aussi à avoir pas mal de trucs, etc. Mais sur la plupart des segments, par exemple un blogueur politique, il n'aura jamais rien parce que, je suis désolé, mais un grand politique n'a pas besoin de blogueurs pour vivre, etc. Donc il ne va pas forcément l'arroser. Et ensuite, hormis les blogs individuels, on peut prendre les exemples des web magazines qui sont un peu des sortes de grands blogs qui se veulent comme des médias. Les quelques web magazines qui ont essayé de passer du gratuit au payant, ça n'a pas toujours bien marché. Par exemple, moi j'ai écrit dans l'un d'entre eux justement qui a changé de formule et qui maintenant est passé du tout gratuit au tout payant. Les pauvres, ils ont quand même très peu d'abonnés. C'est pas forcément des modèles qui sont très fiables non plus parce que il y a deux choses. Soit on met de la pub et ça peut faire fuir le lecteur parce que ça peut l'agacer, parce que on y perd son indépendance et le lecteur il le remarque, etc. Soit on passe en payant et le lecteur qui lisait tout gratuit, d'un coup il voit tout payant ou la moitié payant, c'est simple, il ne payera pas parce qu'il était habitué à avoir du gratuit. Donc là je vais rejoindre nos 2 invités. Pour moi c'est d'abord une question de passion. Après on peut tenter un business model, mais après faut voir que c'est à double tranchant, on réussit rarement et on se casse la figure souvent, quoi. Alors par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je pense que n'importe quel blog sur n'importe quel sujet peut trouver, s'il a fait du trafic, que ce soit dans la politique, sur les tracteurs, sur ce que vous voulez, à partir du moment où il y a trafic, où il y a lecteurs, il y aura forcément des entreprises qui ont de l'argent et qui ont envie d'y être. Je veux dire, politique, on sait à peu près qui sont les lecteurs politiques, quel âge ils ont, en général ils sont en cadre plus, ça c'est des cibles marketing, hein. Donc le sujet peu importe, la question c'est qui lit. Et je veux dire par exemple, pour revenir sur l'équipe, c'est le journal le plus lu par les cadres, donc vous allez avoir des pubs qui n'ont rien à voir avec des chaussettes de foot. Et c'est le quotidien le plus lu de France. En plus, dans la presse traditionnelle, il y a la position classique depuis des années entre le directeur du journal et les rédacteurs en chef. Ils veulent pas du tout la même chose. Le directeur du journal, il pense à la pub, il pense au nombre de lecteurs qui achètent. Le rédacteur en chef, il est là, il est garant de la ligne éditoriale. Et ils se battent en permanence. Il y a beaucoup de journaux, c'est une rivalité terrible. Il y en a un qui tient les annonceurs et l'autre qui dit « Oui, mais moi, j'aimerais parler de ce tout petit problème dans ce petit pays. » Et lui, il se bat pour la qualité de l'info. Voilà,
c'est du classique aussi. Et avec en plus les journalistes les petits journalistes qui eux d'ailleurs peuvent en plus se battre avec leur rédacteur en chef pour diverses raisons aussi, quoi. Donc c'est quelque chose... Et se battre après avec la secrétaire de rédaction qui écrit. C'est pour ça que parfois, je disais tout à l'heure, et je voulais pas être maladroit, mais c'est pour ça que c'est parfois un travail très collégial, mais qui peut aussi atterrir à des consensus mous. Oui. Moi je l'ai déjà vu. Je bossais au Progrès à Lyon, et nous étions 10 dans la rédaction culture. David Copperfield vient en ville, 5 étaient pour, 5 étaient contre. Et qu'est-ce qu'on fait? C'était la DER. Juste la dernière page, en fait, on a écrit un article mi-figue, mi-raisin. On a reçu des tonnes de courriers. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Eh bien, peut-être, c'est là qu'on s'est rendu compte que là, tout ce qui était le système de blog pouvait être intéressant. Les gens n'ont pas compris pourquoi on a fait un article mou. Même s'il y avait eu une caméra, si on avait pu, en dehors du papier, expliquer sur le site internet qu'on était 5 pour, 5 contre, qu'on n'a pas su trancher, qu'on ne savait pas, voilà, parfois raconter le off, ce off-là peut être intéressant, aurait pu apporter quelque chose d'intéressant. En tout cas, nous, dans le journal à longueur d'onde, je vous le disais tout à l'heure, on essaye que le web soit un bonus, en plus, pour apporter une autre histoire, pour expliquer un contexte. Il y a toujours un contexte, à une photo, à la rédaction d'un article, parfois ça se passe très mal, mais le résultat on ne le voit pas. Mais parfois il peut éclairer même le sujet. J'ai envie de dire, il n'y a que l'éditorialiste qui a une position facile, entre guillemets, parce que c'est le seul qui donne vraiment son avis, quoi. Et il gagne très cher, en plus. Ouais. Et il travaille partout. Pour en revenir aux blogueurs, donc, la difficulté, elle se situe où? Et là, la question porte... s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'elle se situe donc peut-être dans le fait de trouver un business model s'il y en a un à trouver, mais sinon est-ce qu'elle se situe encore dans le fait de trouver une audience, parce qu'on a parlé du fait qu'en effet tous les blogueurs n'étaient pas des personnes qui avaient 30 000 followers, ou est-ce que ça se situe dans le fait de rentrer en relation peut-être avec les marques? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, un besoin auquel le digital ne répond pas ou pas encore? Alors, moi je pense que le blogueur doit garder sa vraie nature, c'est-à-dire s'il a envie de dire quelque chose sur son blog de la façon dont il veut, surtout qu'il continue. Après, voilà, effectivement, tout le monde ne rencontre pas le succès, le trafic espéré, et puis j'ai envie de dire, naturellement, il va arrêter, parce que ça prend tellement de temps. Enfin, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais écrire du contenu, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'au bout d'un moment, le succès n'étant pas forcément là, on passe à autre chose. Moi, je pense que ça se fait aussi naturellement. Oui, rien de plus à rajouter. Est-ce qu'il y a certaines choses sur le digital qui n'y sont pas et que j'aimerais? Non, pour moi, il y a déjà tout. Il y a déjà tout. Mais par contre, je suis à la recherche de contenus originaux. Si effectivement c'est pour avoir la même critique du film dans tous les journaux, mais aussi dans tous les blogs, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que la mauvaise foi, des fois, elle m'intéresse, même ce qui grince m'intéresse. Écrire d'une façon différente m'intéresse. Donc c'est soit, moi je vais prendre le contenu, c'est simple, moi j'ai un agrégateur sur mon smartphone, c'est comme ça que je le lis. Donc j'ai mis des tonnes de blogs, j'ai mis des tonnes de médias. Je vous l'ai dit, moi je suis plus intéressé par les signatures, donc j'aspire en fait. Après, ça peut être quelqu'un de Slate, ça peut être quelqu'un du Monde, ça peut être, voilà, ça vient. Mais je suis intéressé juste par les contenus qui sortent un peu d'ordinaire. Mais par contre, je suis une cible particulière aussi. Donc, je sais pas si ça peut... Moi, j'ai envie de dire, pour moi, le vrai problème du blogueur, c'est de trouver une audience. Pour la simple et bonne raison que les journaux, on les connaît déjà, enfin, en tout cas les grands titres, on les connaît déjà. Le blogueur, il vient de nulle part, il a besoin de se faire une crédibilité. Il a besoin donc de toucher un public, et pour toucher un public c'est très aléatoire en fait, il faut que ces articles soient partagés sur les réseaux sociaux, qu'il y ait de plus en plus de gens justement qui follow, etc. C'est pas toujours simple. Et des fois, je peux dire, on peut trouver des fois des blogs quasiment inconnus, où on arrive, on trouve des articles de très très bonne qualité, et tu regardes sur Twitter, le mec il a 50 followers. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à trouver une audience, il n'a pas réussi à se faire connaître. Des fois, il y a la chance, il faut avoir une bonne idée, il faut savoir... le blogueur n'est pas forcément un pro du marketing web, alors qu'il devrait l'être s'il veut toucher du public. Enfin, ça dépend de tellement de choses, mais
c'est surtout très dur de trouver une audience dans un monde où il y a de plus en plus de blogueurs à l'heure actuelle. Je pense que les blogueurs communiquent aussi beaucoup entre eux et s'entraident beaucoup entre eux. Je crois l'avoir entendu. C'est aussi pour ça que les blogueurs m'en font peur, parce que si ça se passe pas bien avec l'un, j'ai toujours peur qu'un autre me ferme la porte. Donc le blogueur n'est pas seul. Ça, c'est pas possible parce que, encore une fois, il n'est pas né là-dedans. Il est né dans quelque chose d'ouvert qui communique, et je pense qu'effectivement, alors je ne suis pas blogueuse, hein, mais moi, ma stratégie, ce serait clairement de jouer sur cette entraide de gens connus qui vont dire, d'autres blogueurs qui vont dire ce blog, il est quand même pas mal. Et je pense que le blogueur, faut qu'il résonne un peu comme un annonceur, qu'il aille chercher lui aussi ses relais d'opinion. Des plus gros, il y a toujours plus gros que soi, il y a toujours... Je suis totalement d'accord. Par contre, en fait, je veux dire, il est seul au moment où il arrive, en fait. Ah oui, après oui, c'est... Mais effectivement, la stratégie, c'est de trouver d'autres blogueurs. Et il faut qu'il utilise de 2.0 parce que c'est son arme. C'est son arme. Donc, moi, je pense qu'un blogueur qui a 30 followers sur Twitter a un gros problème. Je pense que ça n'existe pas. Ou alors, il s'est trompé. Soit il n'est pas blogueur, soit... C'est pas possible. Ça va pas avec le monde dans lequel il est. Enfin, je veux dire, c'est comme si on disait, j'en sais rien, un journaliste qui a 2 lecteurs, est-ce que c'est vraiment un journaliste? Enfin non, ça va pas avec. En fait, je pense que le blogueur est dans le 2.0, va sur Facebook, partage avec les autres blogueurs. Enfin, après, bon, l'audience, elle n'est pas là pour tout le monde, évidemment, mais voilà, je pense pas qu'il soit seul. Là aussi, il n'y a pas d'opposition entre le blogueur et le journaliste. Il y a aussi des journalistes très talentueux qui sont dans des tout petits journaux et qui ont peu d'audience. J'avais rencontré un jour en Vendée un ancien reporter de guerre. C'est une des 10 personnes qui a couvert l'ouverture de la première guerre en Irak. Ils étaient 10. C'est l'un des seuls survivants. Bon, il est localier en Vendée. Et il écrit sur la pêche maintenant. Et oui, ça arrive aussi, quoi. Ça arrive Le talent aussi. suffit pas. Voilà, et j'ai souvent tendance, quand je reçois des étudiants dans le cadre de mon travail pour leur expliquer quel est le métier, alors ça peut être particulier, mais je leur fais souvent la comparaison avec le métier de comédien. Il y a des comédiens, ils vont être découverts à 18 ans, puis ils vont avoir une sacrée carrière, et puis il y en a Louis de Funès, il a été découvert assez tard. Bon, il s'est bien rattrapé. Il y a aussi des excellents comédiens qui ne se feront pas découvrir. Et puis c'est pas seulement des fois le talent du comédien, c'est aussi juste le film qu'on va lui proposer, le rôle qu'on va lui proposer. Et donc tout ça, il y a quand même un facteur chance, un facteur de relation, et après le talent. C'est quand même 3 choses, hein. Ça n'est pas uniquement que sur le talent. Voilà, je voulais remercier tout d'abord nos 2 invités d'être venus. Et je voulais aussi remercier tous ceux du public qui sont déplacés.